Catherine Joubert est psychiatre et psychanalyste. Elle travaille auprès d'adolescents et de jeunes adultes. Préparant ce colloque, j'ai lu, comme à l'accoutumée, beaucoup de choses et suis tombé en arrêt devant une de ses publications intitulée « Peau d'âne ou l'impossible vêture de l'adolescence ». Il y avait là l'exploration de ce thème passionnant du vêtement chez l'adolescent avec tout ce que cela comporte d'ambiguïté entre le besoin de ressemblance grégaire et la volonté d'individualisation. Et comment ne pas être sensible à cette belle métaphore, à la belle évocation de ce conte populaire de Charles Perrault, Peau d'âne, que vous voyez ici illustré par Jean Claverie, à qui je veux faire un petit signe, dessinateur qui fut de nos invités aux Assises lors d'une précédente session sur le thème du corps dans l'art. Madame Catherine Joubert, vous avez écrit un très joli livre avec Sarah Stern, Déshabillez-moi. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais merci beaucoup, madame, de venir nous dévoiler la fonction du vêtement à l'adolescence, et je vous cède la parole. À vous. Voilà ce très beau livre. Merci beaucoup, merci Jacques. Merci beaucoup, Macha Makiev, pour cette très très belle intervention qui m'a permis de dompter un peu mon trac. Et je me suis dit que si ça avait l'air pas parfait, bah, c'était pas grave. Et que voilà, ça allait être que le déséquilibre pouvait aussi produire quelque chose d'intéressant. Alors je vais commencer, je vous amène directement pour commencer dans l'espace de mon cabinet. Je ne sais pas pourquoi je viens. Il y a des cas beaucoup plus graves que moi, certainement. Je n'ai jamais rien eu de très grave dans ma vie. Je n'ai sans doute pas ma place ici. Le jeune homme qui s'exprime ainsi est assis en face de moi pour une première séance, une matinée de septembre, et sa façon de débuter l'échange n'a rien d'original. Mon attention est captée par son attitude, un mélange d'assurance décontractée et de gêne qui se traduit par un évitement du regard à chaque fois que nos yeux se rencontrent. Il a une présence, comme on dit, et ces mots peinent à me détourner de mon examen attentif de son aspect physique. Ses traits sont réguliers, je le trouve beau, et je me fais la réflexion qu'il est plaisant à regarder, décidément. En même temps, son désarroi embarrassé éveille en moi un sentiment de protection maternelle. Votre demande est légitime, je lui dis en fin d'entretien, puisque vous êtes ici, et à nous de trouver ensemble à quoi elle se rapporte. Lors de la deuxième séance, il tourne beaucoup autour du pot. Je ne suis pas comme les gens croient. Ils se font une fausse image. Je suis différent de cela à l'intérieur. De cela, les gens s'arrêtent à... Enfin, ils ne voient pas plus loin. C'est dur de se plaindre dans ces conditions. Je reste un instant incrédule. De quoi parle-t-il exactement ? Je le regarde plus attentivement. Il détourne encore les yeux. D'être beau, je lui dis, et je rougis. Oui, dit-il dans un soupir de soulagement. Le rougissement de l'analyste est rare et précieux comme indicateur. Il est provoqué par le fait qu'une résistance, ici de nature phobique, a été forcée et qu'une séduction se joue sur la scène transférentielle. Vous avez bien sûr remarqué que c'est moi et non pas lui qui rougit. Et ça, c'est la magie du travail d'analyste, c'est-à-dire cette espèce de fonction qu'on appelle sémaphorique, où quelque chose se transfère des émotions du patient à nous pour qu'on puisse l'exprimer et la mettre en mots. Ce court extrait de séance introduit mon propos sur le corps à l'adolescence, sur le regard qu'il suscite et sur la façon dont le sujet va s'en trouver affecté. Le regard protecteur qui enveloppe l'enfant et dont mon vécu transférentiel garde la trace se matine d'un autre type de regard qui peut devenir excitant ou menaçant pour le sujet, un regard susceptible de pénétrer une peau dangereusement fragile car émotive. Le rougissement en est la preuve. Dans cette expérience singulière qu'il traverse à la puberté,
L'adolescent trouve un allié vis-à-vis du corps dans le vêtement, comme possibilité de voiler ou de dévoiler son corps, mais aussi dans un renversement des contraires, de se créer un look. Alors, il n'est pas anodin que le mot look emprunte ici au registre linguistique du regard dans un renversement par identification à l'agresseur. Le look, c'est d'abord ce qui va arrêter le regard d'autrui aux frontières de moi-même. Le vêtement est la lisière, le seuil sur lequel on s'arrête. À la fois protection et message adressé. Message, bien sûr, comme le rappelait Macha auparavant, car le choix d'un vêtement entre dans la constitution d'un discours non verbal adressé à l'autre. On y voit s'inscrire, à l'adolescence surtout, le rapport au groupe à travers certains registres, comme le gothique, le sportwear, l'univers des années 2000, le prépi ou le comfy, pour souligner le trait identificatoire. Alors ça représente un peu ce que j'ai pu piocher dans les ados que j'ai en séance actuellement. Je pense que vous comprenez la plupart des références. Le comfy, c'est un peu plus difficile à identifier. C'est cette espèce de façon à la fois très confortable de s'habiller, qui cache beaucoup, mais à la fois qui dévoile. C'est des sweats hyper larges ou des tenues un peu sportives, mais qui laissent apparaître une bretelle de soutien-gorge, une épaule nue, un ventre. Voilà. L'exercice recherché est toujours le même, construire un look à travers la multiplication des publications aussi, Instagram et autres, c'est-à-dire une surface réfléchissante qui unifie leur image et assoit leur sentiment d'identification fragile. Le look à l'adolescence, c'est ce que le bouclier de Persée est à la mythologie grecque, l'instrument qui protège du regard, sidérant de Méduse, en le réfléchissant par sa surface polie instagrammable. Le vêtement, c'est d'abord cette seconde peau, cette frontière entre nous et le monde qui redouble notre moi-peau, selon Didier Anzieux, le moi-peau qui nous contient, nous unifie et nous individualise. À noter que le moi-peau possède des orifices, lieux de communication essentiels avec l'extérieur, que sont bien sûr les organes des sens, tandis que le vêtement, lui, a des ouvertures qui font passer la tête, bien sûr, riche en organes de communication, mais aussi les bras et les jambes, alors que les organes sexuels, eux, sont enfouis au plus profond des vêtements. Alors l'histoire de peau d'âne, elle condense, me semble-t-il, les principaux enjeux du vêtement à l'adolescence, outil de défense et de transformation de l'individu face à la pulsion sexuelle et à l'avènement de la puberté. Voici un rappel de l'histoire telle que Jacques Demy l'a mis en scène à partir du conte de Perrault. Le roi a promis à la reine sur son lit de mort qu'il ne se remarierait qu'à la condition de trouver une épouse plus belle que la reine elle-même. Pressé par ses conseillers de s'exécuter, il choisit le portrait d'une magnifique princesse qui se trouve être sa fille. Dans l'histoire, il ne la reconnaît pas. C'est une figure du déni. Celle-ci, effrayée par la déclaration d'amour de son père, essaie de différer le mariage en exigeant sur les conseils de sa marraine la fée des costumes tous plus difficiles à réaliser les uns que les autres. La robe couleur du temps, la robe couleur de lune, la robe couleur du soleil et enfin la peau de l'âne royal. On connaît l'histoire qui finit bien. Peau d'âne s'enfuit recouverte de sa peau de bête et trouvera un prince à sa mesure, tandis que le père épouse la fée. La fable fonctionne comme une parfaite métaphore de la position fantasmée de la fille à l'adolescence. Les robes exigées par Peau d'âne sont autant de remparts érigés entre son père et elle. Alors on peut y voir des étapes différentes. La robe couleur de temps, c'est le temps qui passe et que le père n'a pas vu passer puisqu'il ne reconnaît pas sa fille. La robe couleur de lune est sans doute une allusion à l'avènement de la puberté qui transforme l'enfant en femme. La robe couleur de soleil, un hommage éclatant à sa beauté. Mais assumer cette beauté rend le regard du père trop brûlant et impossible à supporter. Et vouloir s'en
pour s'en protéger, à vouloir s'en protéger, elle suscite plus encore le désir dans une ambivalence toute adolescente. Elle exige alors la peau de l'âne, sacrifice qui coûte à son père, mais qui lui concède dans son aveuglement oedipien. Effrayée, elle s'enfuit après s'être recouverte de l'horrible peau. Alors, de quelle peau s'agit-il ? La fourrure de l'animal vient condenser ici plusieurs significations. On sait, d'après les descriptions des physiologistes, ainsi que nous rappelle Didier Anzieux dans le Moi Peau, que la fourrure a le même rôle que le plumage chez les oiseaux ou les poils chez les mammifères, c'est-à-dire un rôle de ce qu'on appelle un parexcitation, d'après Freud. Elle protège des agressions extérieures et surtout, grâce à ses qualités tactiles, thermiques et olfactives, elle est l'un des supports de la pulsion d'agrippement ou d'attachement qui est si importante chez les mammifères. De la même façon, on va retrouver chez les humains l'élection de régions où survit le système pileux comme zone érogène favorite de la pulsion sexuelle. La fourrure de peau d'âne métaphorise la signification sexuelle sur le corps de la jeune fille, en même temps qu'elle dit l'attachement aux figures parentales. Elle rappelle la faiblesse de l'enfant qui cherche le contact tendre et protecteur avec le parent, pourvoyeur de soins et de caresses. Elle rappelle le plaisir du tout petit à se câliner, à se coller contre le corps de la mère, à la recherche de la chaleur maternelle et de la nourriture affective qu'elle procure. En effet, il y a eu une expérience qui a été mise en forme psychanalytique Bowlby plutôt a mis en forme en 1984 des expériences des éthologues Lorenz et Timbergen qui avaient travaillé sur les bébés chimpanzés. Vous connaissez sans doute cette expérience et on s'est rendu compte que les bébés chimpanzés, quand on leur mettait deux figures maternelle, l'une qui dispensait de la nourriture mais qui était en fil de fer et l'autre qui ne dispensait pas de nourriture mais qui était recouverte d'une fourrure douce, et ben les bébés chimpanzés ils allaient dans les bras de celle qui était toute douce plutôt que d'aller vers celle qui les nourrissait. Et cette observation donnerait naissance à la notion de pulsion dite d'attachement chez les humains à travers le contact peau contre peau de l'enfant et de la mère, qui est le lieu d'un échange tactile primaire, signifiant et qui prépare l'accès au langage. La fourrure de peau d'âne porte la trace de cette pulsion d'attachement du tout petit à travers la douceur de la fourrure de l'âne, figure maternelle perdue. Mais la peau a une double face, l'une est douceur et l'autre est écorchée, car il ne faut pas oublier que pour se sauver, s'individualiser, se construire, l'adolescente peau d'âne doit également lui faire la peau, c'est-à-dire se détacher de la figure maternelle. Et ce mélange de fusion et d'arrachement se combine dans la figure de la peau oripeau de l'animal et est présent dans beaucoup de mythes et de rites tribaux. Ainsi, on peut évoquer la figure de la Vénus à la figure de Sacher-Masoch, où l'enfant Séverin, fasciné par Vénus habillée de fourrure, voit en imagination sa mère couverte d'une peau qui signifie en même temps la fusion et l'arrachement. Cette fourrure, nous dit-il, je cite, représente la douceur physique, la tendresse sensuelle vécue au contact d'une mère dispensant amoureusement ses soins à l'enfant, mais la Vénus à la fourrure figure aussi la mère que l'enfant a cherché à voir nue, la mère qui l'a puni dans la réalité en le battant, dans l'imaginaire en l'écorchant, et en allant jusqu'à se vêtir de la peau du vaincu, comme les héros chasseurs de la mythologie ancienne ou les sociétés dites primitives se vêtent de la peau des animaux sauvages ou des ennemis qu'ils ont tués. Le vêtement, comme substitut de la peau de la mère, retrace cette problématique de l'enveloppe. Établir la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, moi et l'autre, créer une enveloppe à soi, distincte de l'enveloppe maternelle. Certaines campagnes de publicité, comme celle autrefois du comptoir des cotonniers, jouaient ainsi il y a quelques années sur l'aspect de fusion, mère et fille se partageant la même peau, dans un déni partiel de la différence des générations, qui conduisait parfois à se demander devant l'image qui était la mère et qui était la fille. Fantasme d'une peau commune qui combat la menace de séparation que l'adolescence vient rejouer. Séparation d'autant plus dramatique qu'elle laisse la mère sur le carreau en s'étant attribuée
les attributs de la mère, hein, c'est-à-dire la jeunesse, la féminité, le désir de l'homme et en particulier celui du père. L'habit, cette peau arrachée et conquise, devient un trophée, signe extérieur de victoire, parfois trop chèrement acquise. Alors je vous raconte une toute petite vignette clinique. Il s'agit de Manon, qui a une quinzaine d'années quand elle vient me voir à mon cabinet. Et je la rencontre à la demande de ses parents qui sont épuisés par les crises incessantes au domicile, où le père et le fils s'affrontent dans une escalade de violence. Ils en viennent régulièrement aux mains, me dit-on, dans une atmosphère pulsionnelle brûlante, tandis que la mère se déprime dans son coin. Manon n'a de cesse de revenir en consultation, quand je la vois seule, sur l'admiration qu'elle porte à sa mère, femme élégante qui a vécu une jeunesse flamboyante. Manon lui emprunte ses vêtements, en particulier ceux de sa jeunesse, dans les années 80, opportunément revenus au goût du jour. Mais à une différence notable près, c'est que Manon ceinture tout, en serrant bien fort autour de sa taille. Tantôt sur les vêtements, tantôt en dessous, directement contre sa peau, une petite ceinture en cuir. Cette pratique de la ceinture est répandue chez les jeunes filles anorexiques, et elle n'est pas sans rappeler le cilice porté par les religieux en signe de mortification corporelle. Elle vient ici, de façon inconsciente, soulager la culpabilité à prendre la place de la mère, à lui retirer sa beauté, sa jeunesse et l'attention du père. En même temps, la ceinture impose à Manon un vœu d'abstinence calorique, sous-tendu par une anorexie latente, point d'achoppement de sa relation idéalisée à sa mère. Alors on peut évoquer, surtout je me suis rendu compte, surtout aujourd'hui, parce qu'on est le 25 novembre et c'est la Sainte Catherine, alors l'histoire d'une autre jeune fille anorexique, qui est Sainte Catherine de Sienne, bien connue, qui selon les récits historiques était une très très belle jeune fille. Elle était donc la 23e enfant sur 25, enfin, d'une famille de teinturiers de la laine à Sienne, et elle se révèle très tôt extrêmement mystique, dès l'âge de 6 ans. Alors quand on lit l'histoire, on se rend compte aussi, mais ça c'est mon regard peut-être un petit peu tordu, elle est extrêmement mystique, mais elle a à la fois un frère adoptif qui a une dizaine d'années de plus que qu'elle, donc qui a 15 ans quand elle devient très mystique, et qui, lui, s'engage à ce moment-là dans la prêtrise, et elle est extrêmement proche et extrêmement peut-être charmée par ce frère adoptif. Enfin, toujours est-il qu'elle est très mystique, et que quand elle devient adolescente, à 13 ans, elle se laisse convaincre par sa sœur aînée de se laisser un peu aller au plaisir de la coquetterie, de s'habiller et de se farder. Mais très peu de temps après, cette sœur aînée qui l'avait initiée meurt en couche, et Catherine n'aura de cesse de se reprocher ce moment de frivolité. Elle sombre dans l'anorexie et ne s'habille dorénavant que de laine rêche qui irrite la peau, cette fameuse H-A-I-R-E, en poil de chèvre que portent les ascètes, et elle en entourant ses hanches serrées par une chaîne en fer dont les maillons blessent sa chair. Elle mourra à 33 ans à la suite de ces mortifications. Donc l'exemple de ces vêtements de douleur montre combien le rapport au corps qu'il recouvre est complexe. Il s'agit de punir le corps du plaisir pris ou de la possibilité du plaisir, d'éteindre le désir à sa source, c'est-à-dire à la pulsion dans son origine corporelle. Le parallèle avec les adolescents est aisé. À l'âge où la pulsionnalité du corps peut être vécue comme un danger, le vêtement étouffoir vient éteindre le feu d'un désir potentiellement désorganisant pour la psyché. Alors cet enjeu se manifeste dans le goût des adolescents pour les vêtements de couleur noire, dont on retrouve traditionnellement dans la culture le rôle d'extincteur de la pulsion. Le noir du religieux, le noir du voile intégral des femmes, le noir du deuil. La couleur noire du vêtement vient symboliser un certain refus, le refus du corps dans son exubérance sexuelle, le refus de l'enfance aux couleurs tendres sous l'égide des parents, le refus d'entrer dans le monde des adultes aux couleurs primaires, symbolisant travail, responsabilité, choix.
Le vêtement noir vient recouvrir le corps d'un voile opaque au regard et met l'individu entre parenthèses, entre deux, dans une sorte de cocon protecteur dont il espère sortir mieux armé pour sa nouvelle vie. En cela, le vêtement noir est le vêtement par excellence de l'adolescence, carapace obscure, qui absorbe toutes les couleurs et n'en émet aucune. Mise en retrait involontaire pour un temps indéterminé. Mais la mise en retrait n'est pas seulement passive, elle peut être revendiquée comme telle, car n'oublions pas que le vêtement noir est également dans la tradition sociale le vêtement des mouvements contestataires et révolutionnaires. De ce refus peut naître un monde nouveau qui sera porté comme un étendard par les vêtements de la jeunesse sortis de sa chrysalide. Car après cette vision un peu tragique, écorchée, douloureuse de la vêture, il est temps, pour conclure, de lui redonner un peu de légèreté. Car il y a souvent, et on peut dire dans le meilleur des cas, une forte dimension ludique dans le vêtement à l'adolescence. Et il suffit pour s'en convaincre d'assister aux préparatifs de sortie des adolescents avant une fête ou une soirée, et de voir combien les essayages ont une espèce de jubilation et d'essayage aussi de rôle possible à tenir. Les tenues vestimentaires des adolescents gardent souvent d'ailleurs cet aspect de bricolage particulier qui signe la dimension d'expérimentation et de jeu dans l'exercice. Souvent des objets trouvés dans les magasins ou les placards des parents. Le vêtement est ainsi un objet créé, réinterprété, détourné sur le corps de l'adolescent qu'il personnalise à sa guise pour mieux l'habiter. Les références sont plus ou moins lisibles. Je rappelle aussi cet exemple qu'avait cité Jacques à propos des pantalons baggy qui font référence effectivement aux prisonniers. Le déguisement devient alors un costume et qui peut modifier un peu l'éprouvé narcissique du sujet. Rainer Maria Rilke rappelle dans les cahiers de Malte cette magie du vêtement. Il dit « J'éprouvais alors l'influence que peut, sans autre intervention, exercer sur nous une tenue déterminée. À peine avais-je endossé l'un de ces vêtements que je devais avouer qu'il me tenait en son pouvoir, qu'il commandait à mes mouvements, l'expression de mon visage, oui, jusqu'à mes idées. Ma main, sur laquelle retombait ma manchette à dentelle, n'était nullement ma main habituelle. Elle se mouvait comme un acteur. Oui, je pourrais même dire qu'elle se regardait faire, si exagéré que cela puisse paraître. Les déguisements n'étaient d'ailleurs pas poussés assez loin pour que je me sentisse devenir étranger à moi-même. Au contraire, plus diversement je me transformais et plus j'étais pénétrée de moi. Pénétrer de moi, me semble-t-il, est une belle formule pour résumer les enjeux du vêtement à l'adolescence. Je me cherche dans mes tenues et parfois je m'y rencontre, pourrait-il dire, à la manière d'une cristallisation chimique qui partirait à la surface d'un soluté jusqu'à son cœur, la surface imitée, précipitée en identité à travers le jeu des identifications. C'est probablement une piste pour comprendre aussi l'investissement des marques à l'adolescence, la nécessité qu'éprouvent certains adolescents de porter des vêtements chers. Aux yeux des autres, le gain narcissique n'en sera que plus évident. La marque fonctionne à la fois comme un signe de reconnaissance de groupe, mais aussi comme la compensation extérieure d'une fragilité ressentie par eux. Parce que je le vaux bien, semble clamer des tenues de marque que les adolescents affectionnent. Tout se passe comme s'il suffisait d'imiter la surface pour être, pour construire une identité sans plus de travail de fond. On retrouve là le rapport à l'image, toute puissante, envahissante, où la question d'être soi est recouverte par l'idée d'être comme l'autre, l'autre aimé, envié, idéalisé. Cette construction en surface confère bien souvent à l'adolescent un aspect de superficialité dont l'ado lui-même n'est pas totalement dupe. Car proche encore de son enfance, il est le premier à connaître l'importance du jeu, cette zone intermédiaire, transitionnelle, où le jeu devient parfois réalité. Je vous remercie.